La poussière étouffait la place du village. L'air était lourd, imprégné d'une odeur de whisky bon marché et de désespoir. Une femme serrait un nourrisson hurlant contre sa poitrine. Son prix était bruyamment négocié par un homme qui ne pouvait la regarder dans les yeux. Elle attendait qu'un monstre remporte l'enchère. Ce qui sortit de la lisière de la forêt n'était pas un monstre. C'était un homme fait d'hiver et de bois brut. Un ermite des montagnes qui ne voulait pas d'une esclave, mais d'une famille. Voici une histoire de courage, de survie et de grâce inattendue. La boue du camp minier de Misery Bend était noire. Elle était brassée par les bottes d'hommes désespérés et la gadoue glaciale de début novembre. Maeve se tenait sur une caisse de marchandises abandonnée. Le vent fouettait ses fines jupes de coton contre ses jambes, mais elle ne frissonnait pas. Elle ne pouvait pas se le permettre. Si elle frissonnait, elle risquait de laisser tomber le paquet dans ses bras. Henry, âgé de 6 mois, était enveloppé dans un châle de laine délavé. Il poussait un cri faible et perçant, complètement ignoré par la cinquantaine d'hommes rassemblés dans la rue. Son mari, Roy, se tenait dans la boue à côté de la caisse. Il tenait une bouteille de riz à moitié vide dans une main et un livre de comptes dans l'autre. Il avait des dettes de jeu envers le propriétaire du saloon, l'essayeur, et des hommes qui réglaient leurs comptes avec un couteau dans le noir. Alors, il réglait ses comptes de la seule manière qui lui restait. Selon les lois brutes et non écrites de la frontière, un homme pouvait vendre sa propriété. Et à Misery Bend, une épouse était une propriété. Mise à prix $20, a baragouiné Roy en agitant la bouteille vers la foule. $20 pour la femme qui sait cuisiner, raccommoder et se taire. Vendue avec le garçon. Le garçon sera assez grand pour travailler à la bâtée dans quelques années. Maeve regardait droit devant elle. Elle ne regardait pas les hommes. Elle ne regardait pas les façades en bois pourri de la ville. Elle regardait le ciel gris et lourd. Elle ne sentait rien d'autre qu'un vide glacial dans sa poitrine. Ses larmes s'étaient taries des semaines auparavant, à peu près au moment où Roy avait perdu leur dernier argent pour la farine contre un joueur de faro. Elle avait 22 ans, mais le vent et le travail avaient gravé de fines rides autour de ses yeux. Elle serra Henry plus fort. 25, lança un homme du fond. Maeve reconnut la voix. C'était Jeb, un homme qui sentait perpétuellement le soufre et la laine sale. Il lui manquait des dents et il avait la réputation d'utiliser ses poings sur tout ce qui était plus mou que la pierre. « 30 !» cria un autre, un boucher qui tenait sa boutique près de la rivière. Le cœur de Maeve battait un rythme lent et funeste contre ses côtes. Elle serra la mâchoire. Elle y survivrait. Elle avait survécu à Roy. Elle survivrait à celui qui l'achèterait. Elle devait seulement maintenir Henry en vie. C'était le seul calcul qui comptait désormais. Les hommes enchérissaient sur sa chair, son travail, son silence. $40, hurla Jeb en se frayant un chemin vers l'avant. Il regarda Maeve avec un regard qui lui donna la chair de poule. Il s'attarda sur la courbe de ses hanches, sur le gonflement de sa poitrine où elle tenait l'enfant. $40, et je les prends tous les deux tout de suite. Roy sourit, révélant des dents brunes et pourries. $40. Qui dit 45? La foule se tut. $40. C'était beaucoup de poussière d'or dans un camp épuisé. C'était le salaire d'un mois pour un mineur de fond. Jeb cracha un jet de jus de tabac noir dans la boue et s'avança. Il plongea la main dans son lourd manteau de toile pour chercher sa bourse. « Vendu !» commença à dire Roy en levant sa bouteille. $100. La voix n'a pas crié. Elle n'en avait pas besoin. C'était un grondement profond et graveleux qui transperça le vent glacial et les murmures de la foule. Les hommes s'écartèrent. Ils ne se sont pas simplement mis de côté. Ils ont reculé. Un homme est entré dans la clairière. Il était massif. Pas gros, mais bâti comme un cheval de trait. Il était large d'épaules et avait un torse épais. Il portait un manteau fait de lourde peau de bison, la fourrure tournée vers l'intérieur contre le froid. Sa barbe était sombre et non taillée, cachant la moitié inférieure de son visage. Mais ses yeux étaient visibles sous le bord d'un chapeau de feutre cabossé. Ils étaient d'un gris pâle surprenant, de la couleur de la glace de rivière. Il ne regarda pas Roy. Il marcha droit vers la caisse. La foule était silencieuse. Même les pleurs d'Henry s'arrêtèrent. « Vous avez dit 100 ?» balbutia Roy en reculant. La bouteille dans sa main tremblait. L'homme ne répondit pas. Il sortit une lourde bourse de toile de sa sacoche en cuir à sa ceinture.
Il la jeta dans la boue aux pieds de Roy. Elle heurta la gadoue avec un bruit sourd, lourd et métallique. « Comptez » dit l'homme. Roy tomba à genoux dans la boue. Il tripota les cordons du sac, en sortant de lourdes pièces d'or. Il haletait, pleurant presque à la vue des pièces. L'homme des montagnes tourna ses yeux pâles vers Maeve. Elle le fixa, le souffle coupé. De près, il sentait la fumée de bois, la résine de pin et le cuir. Il était terrifiant. Il portait une lourde carabine à répétition en bandoulière et un couteau de chasse attaché à sa cuisse. Le couteau était aussi long que son avant-bras. C'était un homme qui vivait là où la loi ne s'appliquait pas. Là où personne ne pouvait entendre une femme crier « Descendez », dit-il. Ce n'était pas une demande. Maeve n'hésita pas. Retarder ne ferait que lui attirer des coups. Elle s'avança au bord de la caisse. Ses bottes étaient glissantes à cause de l'argile humide. En descendant, sa cheville se tordit. Elle haleta, s'attendant à tomber dans la boue glacée et à écraser le bébé. Une main attrapa son bras. Sa poigne était comme un étau de fer, complètement immobile. Il la maintint suspendue une fraction de seconde, juste assez longtemps pour qu'elle retrouve l'équilibre, puis la lâcha immédiatement. « Mon chariot est à l'entrée de la ville », dit-il. Il lui tourna le dos, ainsi qu'à la foule médusée. Il ne vérifia pas si elle le suivait. Il se mit simplement à marcher. Maeve baissa les yeux vers Roy, qui était toujours dans la boue, comptant avidement l'or. Il ne leva pas les yeux. Il ne dit pas au revoir. Elle resserra le châle autour d'Henry, baissa la tête contre le vent mordant et suivit l'homme au manteau de bison. Elle venait d'être vendue à un monstre, et le monstre l'emmenait dans la nature sauvage. Le chariot n'était rien de plus qu'une charrette renforcée, tirée par 2 mules massives et revêches. Alors qu'il quittait la vallée de Misery Bend, la route passa de la boue à la terre battue. Puis elle devint un sentier sinueux et dangereux de schiste et de neige. Ils voyageaient depuis 4 heures. L'homme n'avait pas dit un seul mot depuis qu'ils avaient quitté le village. Maeve était assise sur le banc en bois de la charrette. Ses dents claquaient si violemment qu'elle craignait qu'elles ne se brisent. Le froid était un poids physique ici. L'altitude augmentait régulièrement. Les chênes broussailleux laissaient place à d'immenses pins et à des épicéas sombres et déchiquetés. Le ciel au-dessus était de la couleur du fer meurtri. Il crachait de fins et durs granules de neige qui lui piquaient le visage comme du sable. Elle tenait Henry près de sa peau, sous sa robe et son châle, utilisant la chaleur de son propre corps pour le maintenir en vie. Le bébé s'était finalement endormi, épuisé par le froid et le balancement du chariot. Les bras de Maeve étaient engourdis. Ses pieds, chaussés de bottes en cuir bon marché et usées, avaient cessé de lui faire mal il y a 1 heure. Maintenant, elle les sentait comme des blocs de bois. Elle observait l'homme à côté d'elle. Il tenait les rênes lâchement dans ses grandes mains gantées. Il ne semblait pas sentir le froid. Le vent hurlait à travers le canyon, mais il restait aussi immobile qu'un rocher. Elle passa en revue ses options. Il n'y en avait aucune. Si elle sautait du chariot, elle et le bébé mourraient de froid en 1 heure. Si elle essayait de le combattre, il pourrait lui briser le cou d'une seule main. Elle était sa propriété, achetée et payée avec $100 d'or pur. Elle essaya d'imaginer ce qu'un homme qui vivait si loin de la civilisation voulait d'une femme. Les réponses que son esprit lui fournissait lui donnaient la nausée. Elle avait connu les hommes du camp. Elle avait vu ce que l'isolement et l'alcool fort leur faisaient. Ils considéraient les femmes comme des réceptacles pour leur rage et leur luxure. Cet homme était immense, silencieux et isolé. La recette parfaite pour un cauchemar. Soudain, il tira sur les rênes. Wow! Les mules s'arrêtèrent, leur souffle formant de grands nuages blancs dans l'air glacial. Maeve se tendit, sa prise sur Henry se resserrant jusqu'à ce que le bébé bouge dans son sommeil. Était-ce le moment? Était-il assez loin de la ville maintenant? L'homme attacha les rênes et se leva. Il attrapa à l'arrière du chariot une énorme et lourde couverture faite de peau de loup. Sans un mot, il se tourna vers Maeve et laissa tomber les lourdes fourrures sur ses genoux et ses épaules. Le poids faillit lui couper le souffle. Elle sentait le musc et la nature sauvage, mais la chaleur qu'elle piégeait fut immédiate et saisissante. Il ne regarda pas son visage. Il attrapa une gourde en cuir sous son siège. Il la déboucha et la lui tendit. « Buvez », dit-il. Maeve prit la gourde d'une main tremblante et engourdie. Elle la porta à ses lèvres, s'attendant à la brûlure du whisky bon marché. Au lieu de cela, c'était de l'eau. Elle avait un léger goût métallique,
mais elle n'était pas gelée. Elle but à grandes gorgées, le liquide frais apaisant sa gorge desséchée. Elle la lui rendit. « Merci. » Sa voix semblait faible, rauque. Il reboucha la gourde et la rangea. « Le sentier devient raide à partir d'ici. Les mules vont peiner. Nous marchons le reste du chemin, environ 2 miles. » Le cœur de Maeve se serra. 2 miles dans cette neige en montée, en portant un bébé. Ses jambes semblaient de plomb, mais elle hocha la tête. Montrer de la faiblesse n'était jamais une bonne stratégie avec les hommes en colère. Elle se leva, enroulant solidement la peau de loup autour d'elle et d'Henry, créant une sorte de bandoulière. Elle descendit du chariot. Ses bottes heurtèrent le sol gelé, et ses jambes faillirent céder. Le froid lui remonta dans les mollets en une pointe de pure agonie alors que le sang refluait dans ses pieds engourdis. Elle se mordit l'intérieur de la joue pour ne pas crier. L'homme était déjà à la tête de l'attelage, prenant la mule de tête par la bride. Il ne l'attendit pas. Il commença simplement à gravir la pente raide et enneigée. Maeve le suivit. La neige lui arrivait aux chevilles ici, et elle devenait plus profonde à chaque centaine de mètres qu'il gravissait. Le vent était implacable, coupant à travers les pins, avec un sifflement aigu et strident. Chaque pas était une négociation avec sa propre fatigue. Poser la botte, transférer le poids, respirer, répéter. Henry devenait de plus en plus lourd. Son dos hurlait de protestation. Ses poumons brûlaient à cause de l'air raréfié et glacial. Devant elle, l'homme se déplaçait avec une efficacité lente et écrasante. Il creusait des prises pour les pieds dans les congères les plus profondes, lui ouvrant le chemin. Il ne le faisait pas par galanterie, se dit-elle. Il protégeait son investissement. On ne paye pas $100 pour une mule juste pour la laisser mourir sur le sentier. On prend soin de ses outils. Elle était un outil. Après un mile, la botte de Maeve se prit dans une racine cachée sous la neige. Ses jambes épuisées ne purent corriger l'équilibre. Elle bascula en avant, tordant violemment son corps pour s'assurer d'atterrir sur le dos, protégeant le bébé. Elle heurta durement la neige. Son souffle s'échappa en une bouffée blanche. Henry se réveilla et se mit immédiatement à crier, terrifié par la secousse soudaine. Maeve se redressa en panique. Elle balaya la neige du visage du bébé. « Chut, chut, je te tiens !» haleta-t-elle. Elle essaya de se relever, mais son genou gauche s'enflamma d'une douleur vive. Une ombre tomba sur elle. Elle leva les yeux. L'homme se tenait au-dessus d'elle. Le blizzard tourbillonnait autour de ses larges épaules. Maeve tressaillit, levant l'avant-bras pour se défendre, attendant le coup de pied, attendant l'insulte. Roy la frappait quand elle laissait tomber le bois de chauffage. L'homme des montagnes ne leva pas sa botte. Il s'accroupit. Ses énormes mains gantées de cuir se tendirent. Maeve ferma les yeux, mais il ne l'attrapa pas. Il attrapa le bébé. « Non !» cria Maeve en frappant ses mains. « S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Arrêtez de vous débattre, dit-il, sa voix un grondement sourd. Il contourna facilement ses faibles défenses, prenant le nourrisson emmailloté dans ses bras. Il ne tenait pas le bébé par le bras ou par la peau du cou. Il le tenait fermement contre sa poitrine massive, repliant la peau de loup autour du petit corps de l'enfant. Il se releva, regardant Maeve. « Levez-vous !» Maeve se releva péniblement, ignorant la douleur dans son genou. Elle tendit la main vers le bébé. « Rendez-le-moi, s'il vous plaît. »« Vous tombez, » dit simplement l'homme. « Si vous le laissez tomber sur un rocher, il meurt. Je vais porter le garçon. Marchez dans mes pas. Continuez d'avancer, ou le froid vous prendra. » Il se retourna et reprit sa marche sur le sentier. Maeve fixa son large dos, observant le petit paquet gigotant tenu en sécurité dans le creux de son bras. Il tenait l'enfant comme quelque chose de fragile, de précieux. Elle déglutit difficilement, essuya la neige de son visage et posa le pied dans la profonde empreinte qu'il venait de laisser. La cabane apparut soudainement au milieu de la neige blanche et tourbillonnante, une forme sombre et solide, blottie contre le flanc d'une immense falaise de granit. Ce n'était pas une bicoque. Elle était construite avec d'épais rondins de pin écorcés, le calfeutrage serré et sombre. Le toit était en forte pente pour évacuer les lourdes neiges de montagne. De la fumée s'échappait en un mince filet d'une cheminée en pierre, immédiatement balayée par le vent. Ils atteignirent la lourde porte en bois. L'homme rendit le bébé en pleurs à Maeve. Elle prit Henry avec empressement, vérifiant son visage. Il était froid, mais vivant. Ses joues étaient rouges et ses poumons fonctionnaient bien. L'homme déverrouilla la porte et la poussa. « Entrez. »
Maeve franchit le seuil. L'intérieur était une seule grande pièce. Elle était étonnamment propre. Pas de nourriture pourrie, pas de piles de vêtements sales, pas de bouteilles de whisky vides. Le sol était fait de planches épaisses et lisses. Une immense cheminée en pierre dominait un mur. Un lit de braise rouge y rougeoyait encore. Une lourde table en bois se trouvait au centre, flanquée de 2 chaises. Dans le coin le plus éloigné se trouvait un lit, grand et robuste, couvert de lourdes couvertures de laine et de peau d'ours. L'homme passa devant elle, enlevant son lourd manteau de bison et le suspendant à une patère près de la porte. Il portait une épaisse chemise de flanelle en dessous, des bretelles et un pantalon en denim usé. Sans le manteau, il était toujours incroyablement large, épais de muscles lourds et fonctionnels. Il se dirigea vers la cheminée, y jeta du petit bois d'une pile voisine et souffla sur les braises. En quelques secondes, un feu crépita. « Asseyez-vous près du feu », ordonna-t-il, sans se retourner. « Enlevez les vêtements mouillés du garçon. » Maeve se dirigea vers l'âtre. La chaleur qui émanait des pierres était divine. Elle s'assit sur un tabouret bas en bois et déroula la peau de loup. Elle déshabilla Henry de son châle humide et de sa chemise de coton mouillé, le laissant juste en couche de tissu. Elle frotta ses petits bras et ses jambes, s'asseyant aussi près du feu qu'elle l'osait. L'homme se dirigea vers un poêle en fonte dans le coin. Il versa de l'eau d'un seau dans une bouilloire et la posa dessus. Puis il ouvrit un petit placard, en sortant une tasse en étain et un bocal en verre rempli d'un liquide pâle, du lait de chèvre. Il apporta la tasse près du feu, la posant sur une pierre près des flammes pour la réchauffer. Il regarda Maeve, puis le bébé. « Comment l'appelle-t-il » demanda-t-il. Maeve sursalta légèrement. C'était la première fois qu'il posait une question. « Henry » dit-elle doucement. « Henry » répéta l'homme. Il testa le lait avec son doigt. « Il a faim. » Il lui tendit la tasse. Maeve la prit. Elle trempa un morceau de tissu propre dans le lait chaud et laissa Henry en sucer le liquide. Le bébé s'y attaqua avec voracité, ses pleurs cessant immédiatement. L'homme se leva et se dirigea vers la lourde table en bois. Il tira une chaise et s'assit lourdement. Il la regardait. Le silence revint, plus lourd cette fois. La menace immédiate de mourir de froid avait disparu. Maintenant, ils étaient seuls dans une cabane fermée à clé, à des milles de quiconque, avec un lit dans le coin. Les mains de Maeve se remirent à trembler, et ce n'était pas à cause du froid. La transaction était terminée. Il l'avait ramenée chez lui. Maintenant, il voudrait ce pour quoi il avait payé. Elle donna à Henry le reste du lait. Le bébé, épuisé et enfin au chaud, s'endormit presque instantanément sur ses genoux. Maeve prit une profonde inspiration. Elle s'était fait une promesse lorsque Roy l'avait traînée sur le bloc de vente aux enchères. Elle ne pleurerait pas. Elle ne supplierait pas. Supplier n'arrêtait jamais un homme. Cela ne faisait que le rendre plus puissant. Elle endurerait cela, comme elle endurait tout le reste, parce que Henry avait besoin d'une mère vivante. Elle se leva. Elle porta le bébé endormi jusqu'au grand lit dans le coin et l'y déposa doucement, remontant une épaisse couverture de laine jusqu'à son menton. Elle se retourna pour faire face à l'homme. Il était toujours assis à la table, la regardant de ses yeux pâles et indéchiffrables. Son nom, réalisa-t-elle, elle ne connaissait même pas son nom. Maeve retourna au centre de la pièce. Elle se tenait entre le feu et la table. Ses mains tombèrent sur l'ourlet de sa robe usée et tachée de boue. Ses doigts tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine saisir le tissu. Elle attrapa le bas de sa robe et la remonta par-dessus sa tête d'un mouvement rapide, la laissant tomber sur le sol. Elle se tenait devant lui, vêtue d'une fine chemise de coton en lambeaux. Sa peau était couverte de chair de poule à cause du froid dans l'air et de la terreur dans son sang. Elle ferma les yeux, raidit sa colonne vertébrale et attendit. Elle entendit le grincement de la lourde chaise en bois contre le plancher. Elle entendit ses lourdes bottes marcher vers elle. Elle se prépara aux mains rudes, à la violence, au déchirement du tissu. Elle serra la mâchoire, fermant les yeux si fort qu'elle vit des éclats de lumière blanche. Quelque chose de lourd et de chaud frappa ses épaules. Maeve haleta, ses yeux s'ouvrant brusquement. Il ne l'avait pas attrapée. Il avait drapé son lourd manteau de bison sur ses épaules nues, fermant les revers sur sa poitrine. Il se tenait à quelques centimètres d'elle. De près, elle pouvait voir les marques du temps sur son visage. Les rides profondes autour de ses yeux,
la cicatrice qui traversait sa barbe sombre le long de sa mâchoire. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-il. Sa voix n'était pas en colère, mais elle était dure, comme du fer frappant la pierre. Maeve le regarda, la poitrine haletante, serrant le lourd manteau autour d'elle. « Je fais ce pourquoi vous avez payé. Je vous donne vos droits. » L'homme la regarda pendant un long moment silencieux. Sa mâchoire se contracta, un muscle tressaillant sur sa joue. « Je m'appelle Boone, » dit-il lentement. « Je vis sur cette montagne parce que je n'apprécie pas beaucoup la compagnie des hommes, surtout à cause de ce que je les ai vus faire dans cette boue aujourd'hui. » Il fit un pas en arrière, mettant de la distance entre eux. « Je n'ai pas acheté une prostituée, » dit Boone, « et je n'ai pas acheté une esclave. J'ai vu un homme vendre son propre sang pour payer du whisky, et j'ai vu une femme mourir de froid en tenant un bébé. » Maeve secoua la tête, confuse. L'armure cynique qu'elle portait se fissurait, et elle ne savait pas comment gérer ça. « Mais $100, vous lui avez donné $100, vous me devez. »« J'ai acheté votre dette, » corrigea Boone. « Je n'ai pas acheté votre âme. » Il se retourna et retourna à la table, appuyant ses lourdes mains sur le bois. « L'hiver ici dure 6 mois. C'est un travail difficile. Je coupe le bois, je chasse la viande, je m'assure que le toit est étanche. J'ai besoin de quelqu'un pour saler la viande, gérer les provisions et empêcher le feu de s'éteindre quand je suis sur la crête. » Il la regarda de nouveau. Ses yeux pâles n'étaient pas remplis de luxure, mais d'une honnêteté crue et brutale. « Vous avez besoin d'un endroit chaud où ce garçon peut grandir sans qu'un ivrogne ne le batte parce qu'il pleure. Vous avez besoin de nourriture dans votre ventre et d'une porte qui se verrouille de l'intérieur. » Il pointa un doigt épais vers le lit où dormait Henry, puis de nouveau vers Maeve. « Je serai père et mari à la fois, » dit Boone, sa voix baissant d'une octave, résonnant d'une sincérité absolue et terrifiante. « Mais nous le faisons correctement, ou pas du tout. Tu gagnes ta vie, je gagne la mienne. Tu n'enlèves pas tes vêtements dans cette cabane, sauf si tu en as envie. Est-ce que tu me comprends? » Maeve resta figée, enveloppée dans l'immense manteau de bison. L'odeur de pain et de cuir l'entourait. Elle regarda ce géant, cet ermite balafré qui venait de donner une fortune en or pour la sortir de la boue, et qui refusait maintenant de prendre la seule chose qui lui restait à donner. Elle ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance. Sa vie lui avait appris que tous les hommes mentaient. Mais en regardant le feu qui flambait dans l'âtre et en entendant la respiration calme et régulière de son bébé dans un lit propre, une émotion étrange et terrifiante fleurit dans sa poitrine. L'espoir. « Je comprends », murmura Maeve. Boone hocha la tête une fois. « Bien. Remettez votre robe. Je vais vous montrer comment fonctionne le tirage du poil. » Novembre se fondit dans décembre, et la montagne les enferma dans une prison de blanc. La neige s'accumula en immenses congères sculptés contre le côté de la cabane exposée au vent, atteignant la moitié de la seule fenêtre. Le silence des hautes terres était absolu, rompu seulement par les vents stridents et le craquement occasionnel d'une branche de pin gelé. Pendant les 3 premières semaines, Maeve vécut dans un état d'anticipation tendue. Elle attendait que le piège se referme. Elle attendait que Boone boive le lait de chèvre fermenté en quelque chose de plus fort. Elle attendait la main lourde, les insultes aboyées, la violence explosive soudaine qu'elle avait fini par considérer comme la condition naturelle des hommes. Cela n'arriva jamais. Boone vivait sa vie avec la régularité rythmique et inflexible d'un pendule. Il se levait 2 heures avant l'aube, il remuait les braises, ajoutait de lourdes bûches dans l'âtre et sortait dans le froid brutal pour vérifier sa courte ligne de piège et s'occuper des mules dans l'appentis. Il revenait à l'aube grise, sentant le gel, la viande crue et le cuir. Ils prenaient leur petit déjeuner en silence, généralement de l'avoine, du porc salé et du café noir. Puis, il prenait sa carabine et disparaissait dans les bois pendant des heures. Maeve restait seule dans la cabane. Elle trouvait du réconfort dans le travail. C'était un labeur dur et incessant, mais c'était le sien. Elle cuisait du pain au levain dans le poêle en fonte. Elle transformait la graisse animale en suif pour les bougies et le savon. Elle lavait les couches d'Henry dans de l'eau bouillante, les suspendant à une corde tendue dans le coin le plus chaud de la pièce. La cabane était toujours chaude. Il y avait toujours de la viande suspendue dans la petite cave froide. Il n'y avait aucune crainte de mourir de faim. C'était une paix terrifiante. Un soir, Boone rentra plus tard que d'habitude. Le soleil était couché depuis longtemps, et le vent hurlait dans la cheminée, soufflant de la fumée de bois dans la pièce.
Maeve était assise près du feu, raccommodant une déchirure dans l'une de ses lourdes chemises de flanelle. Henry dormait dans un berceau en bois que Boone avait construit avec des branches de saule vert une semaine auparavant. Il l'avait simplement posé près du feu un matin, sans un mot, et était sorti. La lourde porte s'ouvrit violemment, laissant entrer un tourbillon de neige blanche et aveuglante. Boone entra, refermant la porte derrière lui d'un coup de botte. Il portait l'arrière-train d'un serve-mulet sur son épaule. Il laissa tomber la viande sur la lourde table en bois avec un bruit sourd, humide et lourd. Il n'enleva pas son manteau. Il regarda Maeve, ses yeux pâles captant la lumière du feu. « Couteau », dit-il, pointant un doigt épais et ganté vers le comptoir de la cuisine. Maeve posa sa couture. Elle se dirigea vers le comptoir, prit le lourd couteau à dépecer à manche en os et le lui apporta. Elle s'attendait à ce qu'il le prenne. Au lieu de cela, il tira une chaise, rapprocha le gibier et pointa l'articulation. « Je dois vérifier les mules. Le vent arrache le toit de l'appentis, » dit Boone. Sa voix était un grondement sourd et urgent. « Dépèce-le. Sépare la viande de l'os. Ne gaspille pas la graisse. » Maeve le fixa, puis le couteau dans sa main. « Moi? Toi, » dit-il. Il se retourna et retourna à la porte. « Verroule le pen dormant derrière moi. Ne l'ouvre pas avant d'entendre 3 coups. » Il ressortit dans le blizzard. Maeve se tenait au centre de la pièce. Elle regarda la lourde porte. Elle s'approcha et actionna le pen dormant en fer, le son résonnant bruyamment dans la cabane silencieuse. Elle était seule avec le bébé, un feu chaud et une porte verrouillée. Elle retourna à la table. Elle regarda la viande crue et sanglante, puis l'acier tranchant dans sa main. À Misery Bend, Roy ne l'avait jamais laissé approcher des couteaux de chasse. Il disait qu'elle était trop stupide, trop maladroite. Il gardait les lames enfermées dans sa malle. Boone venait de lui donner une arme et lui avait dit de l'enfermer dehors. Maeve se mit au travail. Ses mains étaient hésitantes au début, mais la lame était incroyablement tranchante. Elle se souvint d'avoir observé les bouchers dans les camps miniers. Elle trouva les articulations, tranchant à travers la peau argentée et le tissu conjonctif. Ses mains devinrent glissantes de sang, ses avant-bras endoloris par l'effort, mais une fierté étrange et féroce commença à gonfler dans sa poitrine. Elle subvenait à leurs besoins. Elle participait à la survie de cette cabane. 1 heure plus tard, 3 coups lourds et distincts frappèrent contre la porte en bois. Maeve s'essuya les mains sur un vieux chiffon, se dirigea vers la porte et fit glisser le verrou. Boone entra, complètement couvert de neige. Il ressemblait à un fantôme de glace. Il enleva son manteau et se dirigea vers le feu, tendant les mains vers les flammes. Il regarda par-dessus son épaule la table. Le gibier était soigneusement séparé. La viande était empilée sur un chiffon propre, les os empilés sur le côté pour le bouillon de moelle, et la graisse coupée dans un bol en bois. Boone se dirigea vers la table. Il inspecta les coupes. Il ne dit pas que c'était bien. Il ne la félicita pas. Il hocha simplement la tête, prit le bol de graisse et le porta à la cave froide. « Lave-toi les mains », dit-il par-dessus son épaule. « Je vais faire le café. » C'était la chose la plus proche d'une excuse qu'elle ait jamais reçue d'un homme. C'était une reconnaissance de sa compétence. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, Boone ne partit pas dans les bois. Il prit sa carabine Winchester à répétition dans le coin. Il arma le levier, vérifia la chambre, puis la referma. Il regarda Maeve qui lavait la vaisselle dans la bassine en étain. « Mets ton manteau », dit Boone. « Laisse le garçon dormir. » Maeve s'essuya les mains, une pointe d'anxiété froide lui serrant l'estomac. Elle s'enveloppa dans le lourd manteau de bison qu'il lui avait donné le premier jour. Elle le suivit dehors. La tempête était passée. Le ciel était d'un bleu brillant et aveuglant, le soleil se reflétant sur la neige fraîche et immaculée. L'air était si froid qu'il lui brûlait les poumons, cristallisant instantanément l'humidité dans son nez. Boone marcha à 50 mètres de la cabane, s'arrêtant près d'un immense pin foudroyé. Il creusa une rainure dans la neige, puis marcha encore 50 mètres et planta un morceau de bois de chauffage noirci dans une congère. Il revint vers elle. Il lui tendit la carabine. « Prends-la », ordonna-t-il. « Save Fixalacia Blowy. Je ne sais pas comment faire. »« Je sais, » dit Boone. « C'est pour ça que nous sommes ici. Une femme dans les montagnes qui ne sait pas tirer est un handicap. Si je me casse la jambe sur la crête,
Ou si les loups deviennent audacieux en février, tu dois être capable de tuer. Il lui pressa la carabine dans les mains. Elle était incroyablement lourde, la crosse en bois froide contre ses paumes. Boone se plaça derrière elle. Il ne lui attrapa pas la taille, ni ne se pressa contre elle. Il posa simplement une main lourde sur son épaule, la poussant dans une légère position de côté. « Pied gauche en avant. Penche-toi en avant, dit-il, sa voix juste à côté de son oreille. Amène la crosse à ton épaule, bien serrée. Si tu laisses un espace, elle te brisera la clavicule. » Maeve leva la carabine. Ses bras tremblaient sous le poids. Regarde à travers la hausse. Place le guidon juste au centre, au même niveau que le haut. Place ce guidon sur le bois noir. Maeve plissa les yeux. Le bois noirci semblait à des milles de distance. C'est trop lourd. Arrête de te plaindre et tiens-la, lança Boone. Mais il n'y avait aucune méchanceté, seulement de l'instruction. Inspire, expire la moitié. Presse la détente. Ne la tire pas. Presse-la comme si tu trayais la chèvre. Maeve retint son souffle. Le guidon oscillait follement sur la neige blanche et la cible noire. Elle força ses bras à se bloquer. Elle expira la moitié de son souffle. Elle pressa. L'explosion fut assourdissante. La carabine recula comme une mule qui donne un coup de pied, la frappant à l'épaule avec une force brutale. Maeve trébucha en arrière, ses oreilles bourdonnant d'un sifflement aigu et strident. Elle tomba dans la neige, la carabine cliquetant à côté d'elle. Elle leva les yeux, s'attendant à de la colère, s'attendant à être traitée de stupide. Boone regardait la cible. Il s'approcha, ramassa le bois noirci et le lui lança. Il atterrit dans la neige près de ses genoux. Il y avait un trou net et éclaté, en plein centre. « Coup de chance !» dit Boone, son visage impassible. Il ramassa la carabine, y inséra une nouvelle cartouche et la lui tendit à nouveau. « Recommence. » Moins de chance cette fois. Ils restèrent dehors jusqu'à ce que son épaule soit couverte d'un bleu noir et que l'odeur de soufre s'accroche à ses cheveux. Elle manqua plus souvent qu'elle ne toucha, mais à la fin de l'heure, elle ne tombait plus. Elle se penchait dans le recul, actionnant le levier avec des doigts froids et raides. Quand ils rentrèrent, la cabane semblait être un four. Maeve enleva son manteau, grimaçant alors que le tissu frottait contre son épaule meurtrie. Boone prit la carabine, l'essuya avec un chiffon huilé et la posa dans le coin. Il ne cacha pas les munitions. Il ne verrouilla pas l'arme. « Garde-la chargée avec 5 cartouches, » dit Boone, en versant une tasse de café. « Chambre vide. Si tu entends quelque chose dehors qui n'est pas moi, tu armes et tu tires à travers la porte. Tu comprends? » Maeve regarda l'arme, puis Boone. Il lui donnait le pouvoir de vie et de mort. Il lui donnait la capacité de le tuer si elle le voulait. C'était un abandon de contrôle ultime et terrifiant. « Je comprends, » dit Maeve. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Maeve dormit sans écouter les bruits de pas dans le noir. Janvier apporta un froid qui semblait figer le temps lui-même. La neige se couvrit d'une épaisse couche de glace, rendant les déplacements impossibles pour les mules et dangereux pour un homme. Les jours étaient de courtes et grises taches floues. Les nuits étaient des étendues sombres et hurlantes sans fin. C'est pendant ce grand froid que la montagne montra enfin les dents. Boone était parti depuis l'aube. Il vérifiait une série de collets qu'il avait posés sur la crête inférieure pour les lièvres d'Amérique. La viande se faisait rare, le plus gros gibier étant descendu dans les vallées pour échapper à la neige profonde. Maeve était au poêle, faisant bouillir de l'eau pour l'avoine. Henry, maintenant âgé de 8 mois, et devenant épais et robuste grâce au lait de chèvre et au bouillon de moelle, était assis sur une peau d'ours près de l'âtre, mâchant joyeusement un bloc de bois sculpté. Le premier signe de problème fut le silence. Habituellement, le vent sifflait constamment à travers les avant-toits, mais le vent était tombé brusquement, laissant un silence plat et mort. Puis vint le son, un bruit sourd et raclant contre la porte d'entrée. Maeve se figea. La cuillère en bois dans sa main plana au-dessus de la marmite bouillante. Elle regarda la porte. Le pêne dormant était enclenché. Grattement. Bruit sourd. Ce n'était pas un coup. On aurait dit quelque chose de lourd et humide appuyé contre le bois. Maeve posa la cuillère silencieusement. Elle se dirigea vers le coin, son cœur battant un rythme effréné contre ses côtes. Elle prit la Winchester. Elle était lourde, réconfortante. Elle vérifia la chambre, s'assurant qu'elle était vide, puis posa son pouce sur le chien. « Boone » appela-t-elle, la voix tendue. Un gémissement étouffé lui répondit.
C'était humain, mais à peine. Maeve n'hésita pas. Elle se précipita vers la porte, attrapa le verrou en fer et le tira. Elle tira la lourde porte en bois vers l'intérieur. Boone s'effondra dans la pièce, tombant face contre terre sur le plancher. Maeve cria, laissant tomber la carabine. Boone était couvert de sang. Il imbibait le côté gauche de son lourd manteau de bison, transformant la fourrure brune en une natte cramoisie, lisse et gelée. Sa respiration était rauque, un sifflement bouillonnant qui la terrifia instantanément. Boone! Maeve tomba à genoux, attrapant ses lourdes épaules et luttant pour le retourner sur le dos. Il était un poids mort, massif et inflexible. Avec un effort désespéré, elle réussit à le retourner. Son visage était gris, ses lèvres d'un bleu pâle et crayeux. Ses yeux étaient mi-clos, vitreux et sans expression. Il leva faiblement une main gantée et ensanglantée, pointant vers la porte. « Ferme-la » râla-t-il en toussant faiblement. Une goutte de mousse rosée apparut au coin de sa bouche. « Chat !» Je l'ai coincé. Dans les rochers. Maeve se releva péniblement, claqua la porte et actionna le verrou. Elle ramassa la carabine sur le sol et l'appuya contre la table, puis courut vers Boone. « Je dois t'enlever ton manteau, » dit-elle, la voix tremblante. Elle prit son couteau, à dépecer sur le comptoir. Elle n'essaya pas de le déshabiller. Il était trop lourd, et le déplacer le faisait gémir de douleur. Elle prit la lame et trancha à travers le cuir épais et la fourrure de son manteau, le décollant de son côté gauche. Sous sa chemise de flanelle, son flanc était un amas de chair déchirée. Quatre marques de griffes profondes, déchiquetées et parallèles, allaient de ses côtes inférieures jusqu'à sa hanche. Le couguiard l'avait éventré jusqu'aux muscles, déchirant la peau et la graisse. Le sang pulsait, lent et sombre. La panique menaçait de l'étouffer. Elle avait vu des hommes blessés dans les mines. Elle avait vu des membres écrasés et des blessures au couteau. Les hommes qui saignaient comme ça mouraient généralement. « Je vais le recoudre », dit Maeve, parlant rapidement, plus pour elle-même que pour lui. « Je dois arrêter le saignement. Tu vas t'en sortir. » La tête de Boone roula sur le côté. Il était inconscient. Maeve se déplaça avec une énergie frénétique et hyper concentrée. Elle attrapa un drap de lin propre dans le coffre au pied du lit et le déchira en longues bandes. Elle attrapa une bouteille d'alcool de grain clair et brûlant sur l'étagère du haut, une substance que Boone utilisait pour nettoyer les armes et soigner les blessures des animaux. Elle trouva sa trousse de couture, en sortant l'aiguille la plus épaisse et une bobine de gros fil de lin noir. Elle s'agenouilla à côté de lui sur le sol. Henry se mit à pleurer, sentant la panique dans la pièce, mais Maeve ignora le son. Elle versa l'alcool directement dans les plaies ouvertes. Le corps de Boone se convulsa violemment, un rugissement guttural s'échappant de sa gorge alors qu'il se cambrait sur le sol. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, sauvages et aveuglés par la douleur. Sa main droite massive jaillit, attrapant le poignet de Maeve, avec une force écrasante. « Ne bouge pas !» cria Maeve, son visage à quelques centimètres du sien. Elle ne recula pas. Elle appuya son poids sur son bras. « Si tu te débats, tu vas te vider de ton sang. Laisse-moi faire. » Boone la fixa, la poitrine haletante. Lentement, la sauvagerie s'estompa de ses yeux gris, remplacée par une clarté sourde et angoissante. Sa prise se desserra et sa main retomba sur le plancher. Il hocha la tête une fois, se mordant la lèvre inférieure jusqu'au sang. Maeve se mit au travail. Elle enfila l'aiguille avec des mains tremblantes. Elle pinça les bords déchirés et sanglants de sa peau. « Ça va faire mal », murmura-t-elle. Elle enfonça l'aiguille dans sa chair. Boone tressaillit, sa mâchoire se serrant, mais il ne fit aucun bruit. Maeve travailla rapidement, ses mains glissantes de son sang. Tire, boucle, noue. Tire, boucle, noue. Le fil noir mordait dans sa peau, refermant les horribles entailles, une par une. La cabane sentait la viande crue, le cuivre et l'alcool fort. La chaleur du feu battait contre le dos de Maeve, trempant sa chemise de sueur. Pendant 1 heure, elle resta assise sur le sol dur, menant une guerre contre l'hémorragie. Au moment où elle noua le dernier point, Boone s'était de nouveau évanoui. Maeve se sit sur ses talons, épuisée. Ses mains, sa robe, le plancher sous lui, tout était taché de rouge sombre. Elle pressa des bandes de lin pliées sur les points de suture grossiers et banda fermement son torse avec le reste du drap, l'enroulant autour de sa poitrine et de sa taille.
Elle rampa jusqu'à Henry, qui s'était endormi en pleurant sur le tapis, et le déplaça dans son berceau. Puis, elle retourna vers Boone. Elle ne pouvait pas le soulever pour le mettre dans le lit. Elle traîna les lourdes peaux d'ours et les couvertures de laine du matelas et construisit un lit autour de lui sur le sol près de l'âtre. Elle mit de la neige dans une tasse en étain, la fit fondre légèrement près du feu et utilisa un chiffon pour essuyer la sueur et la saleté de son visage. Pendant les 2 jours suivants, la cabane fut un champ de bataille contre la fièvre. Boone brûlait de chaleur. Sa peau était sèche et rayonnante comme un fer à repasser. Il s'agitait dans son sommeil, marmonnant de manière incohérente à propos de la neige, des mines, d'une femme nommée Sarah. Maeve ne dormit pas. Elle resta assise à côté de lui sur le sol, armée d'un seau de neige et de chiffon propre, lui rafraîchissant constamment le front et le cou. Elle lui faisait boire de l'eau, goutte à goutte, chaque fois qu'il sortait du délire. Elle maintenait le feu rugissant. Elle nourrissait Henry. Elle nettoyait la carabine. Elle attendait. S'il mourait, elle serait complètement seule. Elle ne connaissait pas le sentier pour redescendre de la montagne. Elle ne savait pas comment survivre au dégel printanier au pays des Grizzlies. Mais alors qu'elle était assise là, dans la lumière vacillante du feu, observant la montée et la descente de sa poitrine massive, elle réalisa que sa peur n'était pas seulement une question de survie. Elle ne voulait pas qu'il meure. Cet homme rude et silencieux qui l'avait sorti de l'enfer, il n'avait jamais levé la main sur elle. Il avait nourri son enfant. Il lui avait appris à tenir une carabine. Il était le premier homme de sa vie qui la regardait et voyait un être humain au lieu d'un objet à utiliser et à briser. Le soir du 3e jour, la fièvre tomba. Maeve somnolait sur la chaise, la tête reposant sur ses bras sur la table. Un bruit sec et raclant la réveilla. Elle se redressa d'un bond. Boone était réveillé. Il s'était hissé sur ses coudes, les couvertures glissant de sa poitrine. Il regardait la bassine d'eau sanglante sur le comptoir, puis les bandages propres et serrés qui enveloppaient son torse. Il tourna lentement la tête pour regarder Maeve. Il avait l'air vidé, plus léger de 10 livres, son visage pâle sous son épaisse barbe. « Tu n'as pas fui », dit Boone. Sa voix était un murmure faible et graveleux. Maeve se leva lentement. Son dos lui faisait mal, et ses yeux semblaient remplis de sable. Elle s'approcha de lui, tenant une tasse d'eau fraîche. « Où serais-je allé ?» demanda-t-elle doucement, s'agenouillant à côté de lui et lui offrant la tasse. Boone la prit d'une main tremblante. Il but lentement, grimaçant alors que ses muscles abdominaux tiraient sur les points de suture. Il baissa la tasse et croisa son regard. La plupart auraient pris l'or sous le plancher et tenté leur chance sur le sentier, dit-il. Maeve secoua la tête. « Je ne voulais pas de ton or, Boone. » Boone la fixa longuement. Le silence s'étira, mais il n'était pas lourd ou oppressant comme le silence de leurs premiers jours ensemble. C'était un silence construit sur une compréhension partagée et brutale. Elle l'avait vu briser. Elle l'avait reconstruit. La dette du bloc de vente aux enchères était payée en totalité. Le livre de compte était équilibré par le sang. Il tendit sa grande main rugueuse. Il ne lui attrapa pas le poignet. Il posa simplement sa paume à plat sur le dos de sa main, son pouce effleurant légèrement ses jointures. C'était un petit geste maladroit, surprenant par sa douceur. « Merci, Maeve », murmura-t-il. Maeve déglutit difficilement, une boule brûlante se formant soudain dans sa gorge. Elle baissa les yeux sur sa main qui recouvrait la sienne. Elle ne se retira pas. « De rien », dit-elle. Avril n'arriva pas avec un réchauffement doux, mais avec une fracture violente. La lourde glace sur le ruisseau se brisa pendant la nuit, l'eau dévalant la montagne en un torrent boueux et furieux. La neige se retira, exposant une terre noire et trempée, et les aiguilles vertes et pointues des nouveaux pins. Boone guérit lentement. Les profondes entailles sur son flanc cicatrisèrent, épaisses et argentées. Il se déplaça avec une prudence raide et gardée pendant des semaines, mais en mai, il maniait de nouveau la lourde masse à fendre. Chaque fois que la hache mordait dans le pain, les muscles de son dos se contractaient et se relâchaient. Maeve l'observait depuis la porte ouverte de la cabane. Elle ne détournait plus le regard. La peur s'était dissipée de la cabane, emportée par la fièvre et les longues nuits silencieuses de l'hiver. Ils avaient trouvé un rythme. Ce n'était pas le cycle explosif et volatile que Maeve avait connu dans les camps miniers. C'était le battement régulier et lourd d'une survie partagée. Un après-midi, Boone était assis sur le lourd bloc de bois près de la pile de bois.
Il avait un morceau de cèdre tendre dans les mains, le travaillant avec un petit couteau courbé. Henry, maintenant âgé de près d'1 an, se hissait sur le bord du porche. Le garçon avait le caractère intrépide de Boone. Il lâcha le bois, fit 2 pas instables et chancelants dans la boue, et bascula en avant. Maeve laissa tomber son panier à linge, son cœur bondissant. Boone fut plus rapide. Il laissa tomber le couteau et attrapa le garçon par les bretelles à quelques centimètres avant que son visage ne heurte la boue. Il souleva Henry d'un bras massif, installant le garçon contre sa large poitrine. Henry ne pleura pas. Il attrapa une poignée de la barbe sombre de Boone et rit, un son clair et retentissant qui se répercuta sur les falaises de granit. Le visage de Boone s'adoucit. C'était un changement microscopique, le relâchement de sa mâchoire, le plissement de la peau cicatrisée autour de ses yeux pâles. Mais pour Maeve, c'était aussi fort qu'un coup de feu. Il se dirigea vers le porche et lui tendit Henry. Puis, il plongea la main dans la poche de sa chemise et en sortit le morceau de cèdre. Il le lui tendit. C'était un petit louveteau parfaitement sculpté. Les lignes étaient lisses, le bois poli par les callosités de ses pouces pour que le garçon puisse le mâcher. « Boone, dit-il doucement, ça les empêche de mordre les meubles. » Maeve prit la sculpture. Ses doigts effleurèrent ses lourdes jointures. La secousse de chaleur remonta le long de son bras. Elle leva les yeux vers lui. L'homme des montagnes ne recula pas. Il se tenait prêt, sa poitrine se soulevant et s'abaissant, sentant la sciure, la sueur et la neige fondante. « Boone !» commença-t-elle, sa voix se brisant dans sa gorge. Elle ne savait pas quoi dire. Elle voulait lui dire qu'elle n'était plus brisée. Elle voulait lui dire que le vide dans sa poitrine se comblait. « Le dîner doit être préparé », l'interrompit doucement Boone. Il ne le dit pas durement. Il tendit la main, son pouce traçant doucement la ligne de sa mâchoire, essuyant une trace de farine. Son contact était incroyablement léger. « Je vais chercher l'eau. » Il se retourna et se dirigea vers le ruisseau. Maeve resta sur le porche, tenant le loup sculpté, et l'enfant, regardant son large dos disparaître dans les bois. La carapace amère et cynique qu'elle avait portée pendant des années se fissura enfin et tomba. Début juin, le monde extérieur les retrouva enfin. Un vieux prospecteur nommé Miller mena une file de mules de bas décharnées sur le sentier. C'était un homme à la peau tannée qui échangeait du sel, du café et des nouvelles contre des pots. Il s'assit à leur table, buvant abondamment dans une tasse en étain de café noir, pendant que Boone inspectait les provisions. « Le camp de Misery Bend a disparu », dit Miller en s'essuyant la moustache. « Un incendie en a détruit la moitié en mars. Ils ont plié bagages. Le filon s'est tari. » Maeve arrêta d'essuyer le comptoir. Elle resta parfaitement immobile. « Et les hommes ?» demanda Boone, sans lever les yeux d'un sac de sel. « Dispersés. Morts. » grogna Miller. Ce type qui tenait le livre de comptes. Roy. Il a pris une balle dans une tente de Faro à Leadville. Il a essayé de tricher avec un bouvier. On l'a enterré dans un fossé peu profond. Le monde sembla s'arrêter de tourner. Roy était mort. L'homme qui l'avait possédé, battu et vendu, pourrissait dans la terre. Miller partit 1 heure plus tard, se dirigeant vers le col. Boone verrouilla la lourde porte en bois. Il n'alla pas à la pile de bois. Il se dirigea vers le coin de la pièce, s'agenouilla et souleva une planche de plancher lâche. Il plongea la main dans l'espace sombre et en sortit un lourd sac de toile. Il se dirigea vers la table et laissa tomber le sac. Il heurta le bois avec le cliquetis lourd et familier des pièces d'or. Maeve se retourna. Son cœur battait la chamade contre ses côtes. Boone la regarda. Son visage était indéchiffrable, un masque de pierre sculptée. « Il est mort, » dit Boone, sa voix un grondement sourd. « L'homme qui t'a vendu, la dette est morte avec lui. Le camp a disparu. » Il poussa le sac d'or sur la table vers elle. « Il y a 400 $ en pièces d'or là-dedans, » dit Boone. « Plus qu'assez pour acheter un billet de diligence pour San Francisco ou Denver. Tu peux acheter une maison, ouvrir une boutique de robes. Tu n'as pas à geler ici. Tu n'as pas à dépecer des serres ou à couper du bois. » C'était la liberté. C'était le rêve de chaque femme piégée dans un camp minier. C'était tout ce pourquoi elle avait prié, lorsqu'elle se tenait sur cette caisse dans la boue glaciale. Elle leva les yeux de l'or. Elle regarda le poêle en fonte qu'elle gardait propre. Elle regarda le berceau près de l'âtre,
et elle regarda Boone. Il se tenait raide, ses épaules massives tendues, ses mains serrées en poings serrés à ses côtés. Il se préparait à la perdre. Il se préparait au coup. Il avait acheté sa vie, sauvé son enfant, lui avait donné sa protection. Et maintenant, il lui donnait la seule chose qui restait, sa liberté. Maeve se dirigea vers la table. Elle ne regarda pas l'argent. Elle tendit la main et la posa à plat au centre de la lourde poitrine de Boone, juste sur son cœur. Il battait vite, martelant contre ses côtes, comme un animal piégé. « Tu m'as dit une fois, » dit Maeve, sa voix stable et claire, « que tu n'avais pas acheté une esclave. Tu as acheté ma dette. » Boone déglutit difficilement. « C'est vrai, ma dette est payée. » Maeve fit un pas de plus, effaçant la distance entre eux. Elle leva les yeux vers ses yeux pâles et féroces. « Je ne suis plus une propriété. Je choisis où je vais. » Elle poussa le sac d'or en toile de la table. Il heurta le plancher avec un bruit sourd et lourd, oublié. « Je ne vais nulle part, » murmura-t-elle. « Ma maison est ici. C'est toi, ma maison. » Le masque stoïque de Boone se brisa. Il laissa échapper un souffle rauque et tremblant. Ses bras massifs l'entourèrent, la serrant contre lui avec une force féroce et désespérée. Il enfouit son visage dans ses cheveux, ses lourdes mains traçant la courbe de son dos comme pour s'assurer qu'elle était réelle, qu'elle n'était pas un fantôme sur le point de disparaître. Maeve roula ses bras autour de sa taille, enfouissant son visage dans son cou, respirant l'odeur de pain et de cuir, et de l'homme qui l'avait sorti de l'obscurité. Du coin de la pièce, Henry babilla, frappant son bloc de bois contre le sol. Boone se recula juste assez pour la regarder. Ses yeux étaient brillants, féroces d'un feu protecteur qui réduirait le reste du monde en cendres, avant de la laisser subir le moindre mal. Il baissa la tête, pressant sa bouche contre la sienne. Ce n'était ni rude, ni exigeant. C'était une promesse, un vœu brûlant et inébranlable. Quand il se retira enfin, il appuya son front contre le sien. Père et mari à la fois, jura Boone, dans la cabane silencieuse. « Les deux, » répondit Maeve, fermant les yeux, enfin en sécurité au bout du monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire de survie, de courage et d'amour inattendu dans l'Ouest sauvage. Si le voyage de Maeve et Boone, du bloc de vente aux enchères brutales à la découverte d'une vraie famille choisie, vous a touché, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela aide énormément la chaîne. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les romances historiques réalistes et courageuses, où les actions parlent plus que les mots. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une autre histoire de western profonde et émouvante. Laissez un commentaire ci-dessous. Quel a été votre moment préféré? On se retrouve dans la prochaine vidéo.